devant des choix exceptionnels qui vont engager l'avenir du Gabon pour des années, pour des décades. Le 28 septembre, grâce au projet de constitution que nous a offert le général de Gaulle, chaque territoire d'outre-mer devra engager sa destinée. Le Gabon dira oui, parce que nous estimons qu'il lui faut tracer son chemin dans une vaste communauté amicale et fraternelle. Car nous disons oui, sans toutefois renoncer à nos droits à l'indépendance totale, si tant que dans le monde où nous vivons, cette indépendance puisse exister. Monsieur le Président, votre main a toujours été fidèle au général de Gaulle. Elle a même toujours été fidèle à la France. Et elle eut parfois quelques mérites. Donnez-la-moi devant l'histoire, je suis heureux que ce soit la vôtre. Voici l'indépendance du Gabon et le drapeau vivant de la communauté. En invoquant Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais, et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Lorsque le Gabon a accédé à l'indépendance, j'étais encore jeune, c'était vraiment formidable. Le peuple gabonais était content d'être libéré et d'entendre qu'ils sont indépendants. D'abord, à cette époque, je me trouvais à Lambaréné, les gens dansaient, hein, les gens s'amusaient. Et c'était vraiment l'ambiance, c'était l'euphorie, hein, les gens étaient très contents. C'était vraiment une grande fête hein, qui matérialisait, avec le regard que j'ai aujourd'hui, qui matérialisait un peu la libération, hein, la séparation, comment dirais-je, entre l'administration coloniale et l'administration gabonaise. Après la reconnaissance du Gabon comme État souverain, les Yomba rêvent maintenant d'une légitimité populaire plus grande. Ils songent à convoquer des élections générales. Mais avant, il faut régler la question de la nature du régime politique à adopter. Et c'est là un problème qui va susciter la querelle à l'intérieur du parti au pouvoir. Paul Gondjou est le président de l'Assemblée nationale gabonaise. C'est aussi un compagnon de route de Léomba. Il est le fondateur du parti au pouvoir. Mais à l'inverse de son allié, il milite pour l'instauration d'un régime parlementaire. Le président Léomba préférait le régime présidentiel. Les parlementaires, les députés gabonais préparaient un petit coup contre Léomba et voulaient le renverser. Cette rumeur est arrivée, semble-t-il, auprès du Premier ministre Léomba, le président Léomba, et c'est ainsi que Léomba se fâche et fait arrêter le premier président de l'Assemblée nationale, Gondjou, et le met en prison. Le chef du gouvernement se sent provoqué. Il veut reprendre la main et affirmer son autorité. Il tient à ne pas laisser le Parlement lui dicter sa conduite. Le matin, donc, de ce 17 novembre, Léomba proclame l'état d'urgence, dissout l'Assemblée nationale et s'arroge tous les pouvoirs. Le matin aussi, le président de l'Assemblée nationale, donc M. Gondjou, est arrêté. Après cette période agitée, Léomba apparaît désormais comme l'unique maître du jeu. Malgré son hégémonie, il éprouve un sentiment de solitude politique. L'idée d'organiser des élections est toujours présente dans son esprit. Contre toute attente, il propose une alliance à Jean-Hilaire Obam, le chef de l'opposition. Il réussit à le convaincre de former une liste commune en vue des élections générales. Curieusement, il y a une alliance tactique entre Obam et Léomba qui sont tous fans et ils mettent en place leur liste d'union. Il sera récompensé puisque lui et 4 autres membres du DSG seront nommés ministres.
Le 12 février 1961, Léomba est plébiscité avec plus de 95% des suffrages. C'est un président de la République légitimé, investi de la confiance populaire et renforcé dans ses positions. Son parti dispose de la majorité parlementaire et les députés adoptent une constitution de type présidentiel calquée sur le modèle français. Il fait entrer au gouvernement des membres de l'opposition, dont son chef, Jean-Hilaire Obama. Sur le plan international, le Gabon bénéficie d'un capital de sympathie non négligeable. Le président est souvent reçu à l'Élysée en compagnie de Pauline, son épouse, et l'estime que lui porte le général de Gaulle le rend fier. À Paris, le général de Gaulle me place à côté de lui. Quand nous nous réunissons, tous les chefs du gouvernement d'Afrique, de France et de Madagascar pour discuter de nos affaires communes. Sur le plan intérieur, sa coalition avec l'opposition résiste mal aux divergences fondamentales qui l'opposent à Jean-Hilaire Obama. La rupture intervient en février 1963 quand le président remanie son gouvernement et limoge les ministres issus de l'opposition. Chacun avait dans son esprit l'idée de pouvoir jouer un sale tour aux autres. En fait, cette union n'était pas une union tout à fait sacrée, c'est une union circonstancielle. Mais très vite, cette union va se lézarder à cause d'incompatibilité d'humeur entre les deux leaders. Pendant ce temps, même dans le camp présidentiel, la grogne commence à se faire entendre. Lors de la session budgétaire de 1963, les députés refusent de voter l'augmentation du budget de la présidence de la République. Furieux, Léomba ordonne la réduction du nombre de députés, dissout l'Assemblée nationale et fixe de nouvelles élections pour le 23 février 1964. À ce moment, il ne se doute pas un instant que la brutalité de ses méthodes exaspère une partie de son armée qu'il croit sous contrôle. En ce début 1964, la violence des réactions du président fait régner une tension palpable dans le pays. Ces méthodes autoritaires l'ont progressivement marginalisé. Vers les années 63-64, un malaise sévit dans le pays. Les militaires organisent un coup d'État et ce coup d'État va entraîner la chute du président Léomba. Début février, Albert Bongou, le directeur de cabinet du président et ancien agent des services secrets français, est informé qu'une distribution d'armes se fait au camp militaire Baraka. Méfiant, il en parle au président qui refuse de croire à une quelconque menace contre son régime. Quelles sont les vraies causes de ce coup d'État de 1964 ? Il faut les mettre au compte d'une incompatibilité d'humeur, un début, la gabégie, le tribalisme. Des gens étaient nommés un peu à tire-larigot sans prendre vraiment conscience de leur capacité. Il y a aussi beaucoup d'injustice. Les salaires n'étaient pas les mêmes pour les gens qui avaient la même formation. Dans le plus grand secret, un groupe de jeunes officiers planifie une action de force contre le régime de Léomba. Pour lancer leur coup d'État, ils fixent la date du 18 février. Voici heure par heure l'enchaînement des événements qui ont failli chasser du pouvoir Léomba, le premier président de la République gabonaise. Dans la nuit du 17 février, les putschistes tentent un piège aux principaux ministres du président. Ils reçoivent tous un appel téléphonique les convoquant d'urgence au palais présidentiel. Sur les lieux, ils sont arrêtés et envoyés au camp militaire Baraka. Les militaires pénètrent par surprise dans les appartements privés du président. Sous la menace, Léomba est brutalement poussé vers son bureau. Les conjurés lui font lire un texte de démission qu'ils enregistrent. Et c'est M. Jean-Baptiste Saugué qui reçoit donc, si vous voulez, l'annonce du coup d'État. Ce jour-là, personne n'est à l'Élysée. Alors il prend une voiture, une DS, accompagné de 2 motards, et il fonce où se trouve le président de la République, donc le général de Gaulle. Et de là, il le trouve à son bain,
Et il demande alors mon petit, qu'est-ce qui se passe? Il avait un côté très théâtral. Et M. Jean-Baptiste Songué répond, mon général, Léon Mba a été victime d'un coup d'État. Et il lui dit, oh les salauds. Alors mon petit, qu'as-tu fait? Et Jean-Baptiste Songué lui répond, j'ai fait le nécessaire, mon général, j'ai rédigé donc un papier, un ordre, n'est-ce pas, pour que nos forces françaises puissent intervenir. C'est très bien. Et arrivé à Paris, n'est-ce pas, il confirme lui-même et donne l'ordre au commandant de la zone d'outre-mer numéro 2, n'est-ce pas, de faire mouvement sur le Gabon. Sur ordre du général de Gaulle, Jacques Foccart, secrétaire général de l'Élysée pour les affaires africaines, demande à l'ambassadeur de France au Gabon d'alerter les troupes françaises basées à Brazzaville au Congo. Le président déchu est transféré vers une destination secrète. Le siège de la radio nationale est occupé. Pendant ce temps, le chef de la gendarmerie et celui de l'armée gabonaise, tous deux de nationalité française, sont faits prisonniers. Sans ces chefs, l'armée est neutralisée. On était dans l'inquiétude absolue. Je ne sais même pas si vraiment on avait fait un repas ce jour-là. Et on a passé toute la journée dans cet état. On nous dit on l'a mené au camp Baraka. Je ne sais pas s'il est vivant. Les putschistes se réunissent à la présidence de la République. Ils créent un comité révolutionnaire et décident de rendre le pouvoir aux civils. À la tête de ce comité, le lieutenant Jacques Mombo, formé à l'école militaire de Saint-Cyr. L'avion transportant les premiers éléments français survole Libreville, la capitale gabonaise. Le contingent de parachutistes est commandé par le lieutenant Gauthier. Dans le cas qui nous occupe, la consigne officielle était de libérer le président, qui se traduisait en termes militaires, s'assurer de la personne du président. En d'autres termes, et on peut y ajouter une sorte de consigne officieuse, ça se traduisait par ne pas créer de dégâts sur le président, ne pas le blesser et le ramener vivant en bon état. Les insurgés contrôlent plusieurs points névralgiques de la ville. Le comité révolutionnaire annonce la formation d'un gouvernement provisoire. Ce gouvernement comprend 11 membres, tous hostiles à Léon Mba. Il est dirigé par Jean Hilaire Obam, le leader de l'opposition. Le numéro 2 est Paul Gondjou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, à peine libéré de prison. Seul militaire à en faire partie, le lieutenant Béné. Il s'occupera de l'information. Le Premier ministre provisoire Obam adresse une lettre officielle à l'ambassadeur de France. Il lui demande de renoncer à faire intervenir l'armée française et donne toutes les garanties sur la sécurité des Français établis au Gabon. En début de soirée, le gouvernement décrète l'état d'urgence. Libérer le président, oui, mais où et de qui? Où se trouve-t-il? Qui le retient prisonnier? On a su que le président était prisonnier de sa propre armée par des cadres putschistes qu'il avait enlevé lui et ses ministres et qui le retenaient dans le camp Baraka. À partir de ces renseignements, nous avons imaginé des types d'opérations qu'il était possible de monter et d'exécuter assez vite. Tout le dispositif français est positionné autour du camp militaire Baraka, prêt à intervenir pour pousser les putschistes à la reddition. La compagnie parachutiste donc, a contourné par la forêt toute la ville de Libreville, de manière à arriver par le flanc sud sur le camp Baraka. Ça nous a demandé 9 heures. 9 heures durant lesquelles nous avons progressé dans la forêt par une nuit noire, une nuit d'encre, avec un orage tropical extraordinaire. Parallèlement, la compagnie qui venait de boire, de République centrafricaine, avait reçu mission de se porter sur la partie nord du camp de manière à obstruer les issues. Donc nos objectifs ont été coiffés. Au prix de quelques pertes quand même chez nous, nous avons eu 2 morts, un blessé, mais plus encore dans cette jeune armée gabonaise qui a eu une vingtaine de morts. Et ceci un peu à notre grand regret. Eh bien, on s'est rendu compte que le président n'était plus là. On a interrogé, bien évidemment,
les quelques soldats gabonais qu'on avait récupérés et qui nous ont dit que le président et ses ravisseurs avaient quitté le camp en début de nuit. Pour ce qui me concerne, j'ai libéré 2 ministres, mais point le président. Le capitaine Dominique, qui commande la compagnie, rencontre le général qui lui répond « Mais écoutez, la mission n'est pas remplie. La mission, ce n'était pas de prendre le camp Baraka, c'était de libérer, de s'assurer de la personne du président. » L'armée française somme les occupants du palais présidentiel de capituler. Finalement, les insurgés déposent les armes et se rendent sans violence. À ce moment précis, le coup d'État est définitivement avorté. Le président a été récupéré par un hélicoptère de la gendarmerie gabonaise, je crois, et qui était en alerte et qui est venu le récupérer. Et puis pour nous, la mission était remplie. Nous nous étions assurés de la personne du président. Nous l'avons donc rendu en quelque sorte à ses occupations en bon état. Il était un peu fatigué, nous a-t-on dit. Moi, je ne l'ai pas vu, puisque j'étais resté sur notre rive. Et je n'ai pas eu de contact avec lui après, mais on nous a dit qu'il avait été fatigué, éprouvé. Sans doute avait-il en travers le fait d'avoir été piégé par sa propre armée. Dans la nuit du 20 février, le président gabonais est de retour chez lui. Il doit remercier les autorités françaises. Sans leur intervention, pilotée depuis Paris par Jacques Foccart, il serait en déchéance. Dès qu'il est venu, on l'a mené chez lui à Montbouette. Quand papa est descendu de la voiture, il n'est pas rentré dans la maison, dans sa maison. Il a seulement appelé sa femme. Pauline, Pauline, il dit c'est moi Léon, prends tes affaires. On doit repartir tout de suite. Ils sont partis au palais. Il a repris ses fonctions. Le calme est revenu à Libreville depuis ce matin. Vous voyez donc que les événements du 18 ont été éphémères. Après ces événements, un calme précaire s'installe dans le pays. Le régime bas est de moins en moins soutenu. Même le clergé conteste ouvertement sa légitimité et ses méthodes. Sous pression, il accepte d'organiser des élections pour le mois d'avril 1965, mais l'agitation se poursuit. De son côté, l'opposition est démembrée. Au terme du scrutin, elle obtient 35% des sièges de députés, mais le parti présidentiel maintient son hégémonie. Les élections et le procès passés, le président demeure profondément traumatisé. Tirant les leçons du coup d'État, il se dote d'une garde présidentielle pour assurer sa sécurité et celle de ses proches. Donc de 1964 à 1967, c'est un Gabon et surtout un Libreville qui fait peur. Il n'y a plus de partis politiques, plus d'associations, de pense de se réunir et on envoie effectivement le bouquet plusieurs personnes innocentes après des procès, des parodies de procès. Les événements de février 1964 ont laissé des séquelles indélébiles sur le président gabonais. Je me rappelle ce jour-là, j'étais chez eux. Ma Pauline qui me dit, tu sais que ton père il va repartir en France parce qu'il allait souvent se faire soigner, revenir. Mais cette fois-là, on disait qu'il va mettre un peu du temps là-bas. Et Pauline avait demandé à son mari, maman Pauline, avait demandé à son mari, Léon, je t'accompagne. Papa a dit, non, je ne m'accompagne pas. Tu restes à garder le village. À 63 ans, Léon est atteint d'une maladie grave. Il faut en urgence préparer la relève. Hospitalisé à Paris dès l'été 1966, il médite sur le scénario de sa succession à la tête du Gabon. Son attention se porte sur un de ses jeunes collaborateurs. Il est en effet séduit par le dynamisme et l'audace de son directeur de cabinet, Albert Bongo.
C'est depuis la capitale française que Léomba procédera à plusieurs remaniements gouvernementaux qui conduiront irrésistiblement son dauphin vers le pouvoir suprême. D'abord, en août 1966, Léomba le nomme ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, de l'information, du tourisme. C'est un poste hétéroclite et extrêmement stratégique, d'autant plus qu'il conserve en même temps ses fonctions de directeur du cabinet présidentiel et dirige les services spéciaux. En novembre 1966, il a 31 ans, il est propulsé au poste de vice-président du gouvernement. Le président Mba lui délègue ainsi l'essentiel de ses prérogatives et le présente ouvertement comme son successeur. Il disait, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois Bongo, ce Bongo que j'ai laissé là, même pour l'appel au téléphone, il répétait ce mot-là, j'ai laissé Bongo là-bas. En famille, quand on avait toujours un problème, on allait soumettre ça à M. Bongo, qui est le président actuel. On comptait sur lui, plus que papa lui-même nous avait parlé de lui. Quand il y a un problème, Pauline, tu parles à Bongo. Et Bongo me transmet. Il ne voulait pas qu'on lui parle directement comme ça. Fin janvier 1967, le vice-président Bongo se rend à Paris au chevet du président. Il vient peaufiner avec lui un projet de réforme de la constitution gabonaise. Elle vise à modifier le statut du vice-président du gouvernement qui deviendrait ainsi vice-président de la République. Il s'agit, comme aux États-Unis, de faire du vice-président, élu en même temps que le président, sur un ticket, son successeur constitutionnel en cas d'empêchement. Le mandat de Léomba tirant à sa fin, qu'on a effectivement préparé la succession. La Constitution a donc été aménagée, modifiée, et les élections qui ont suivi, n'est-ce pas, ont fait en sorte que le président Léomba soit présenté aux élections présidentielles, accompagné de son dauphin, le vice-président de la République. Malade et épuisé, le président Mba doit rester à l'hôpital parisien Claude Bernard sur ordre de ses médecins, laissant Albert Bongo seul mener la campagne. Au terme de celle-ci, leur ticket est plébiscité à plus de 99% des voix. Le président et le vice-président fraîchement élus prêtent serment à l'ambassade du Gabon à Paris. Monsieur le Président, voulez-vous lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Monsieur le Vice-président, voulez-vous lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Je donne acte au président de la République Léomba et au vice-président de la République Albert Bongo de leur prestation de serment. Je les déclare installés dans leurs fonctions. Dès cet instant, le jeune vice-président doit exercer seul la réalité du pouvoir exécutif. Le jour de sa mort, c'est Christian Olagaray, son intendant, qui m'avait appelé. Il m'a dit, Agnès, tu peux venir au palais tout de suite? J'ai dit, oui, je peux venir. Il m'a dit, Agnès, le président Léomba n'est plus. Je suis rentrée. J'ai trouvé ma Pauline assis, j'ai trouvé le président Bongo assis, il y avait tous les ministres, je me suis occupée de ma mère, je me suis mise à côté de ma Pauline. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le décès de son Excellence, M. Léomba, président de la République gabonaise, que j'ai tenu que vous cherchiez, dès que j'en étais moi-même informé, plonge tout le pays entier et chacun de nous en particulier dans l'affliction la plus profonde.
maia egombezino yere sugo yere kako o maia